En parlant d'Afrique, on ne peut malheureusement pas s'empêcher de poser quelques questions brûlantes. Je pense que si on est juste, on est correct. Il faut se poser des vraies questions. L'oppression du blanc était-elle beaucoup plus noire, obscure, que l'oppression que l'homme noir subit de son frère? Est-ce plus justifié de dire que voilà, quand je suis en Europe et qu'on m'arrête dans un supermarché, on me pose des questions, monsieur, montrez votre sac, monsieur, bougez à gauche, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du sac et tout le bazar. Voilà, on se sent offensé, n'est-ce pas? On se pose des questions, pourquoi vous me traitez comme ça? Machin histoire, c'est certainement... le traitement, c'est à cause du racisme. Quand tu entres dans une boutique de luxe et il y a quelqu'un qui vous suit derrière, c'est gênant. Et si la personne est de race différente, on dit quoi? C'est raciste. On pense que je veux voler. Mais comment réagit-on quand nous sommes oppressés par des noirs comme nous? Quand évidemment vous dites quelque chose de brûlant et que vous faites arrêter par les membres du gouvernement qui sont censés vous protéger. Vous protégez vos droits, vos droits les plus élémentaires, tels que les droits d'expression. Comment fait-on? Qu'est-ce que nous disons en Afrique quand un général a été envoyé par quelqu'un d'influent pour nous arrêter? Peut-être que la personne influente est peut-être un Libanais ou un Pakistanais qui connaît le général, qui évidemment à son service vient vous arrêter, vous mettre en prison pour des raisons qui ne sont pas justifiables. Comment sommes-nous traités chez nous à la maison? C'est ça la question qu'il faut se poser. Comment est-ce que nos gouvernements nous traitent quand vous allez à l'encontre de leurs désirs, qui ne sont pas nécessairement justifiés de manière constitutionnelle? Comment est-ce que votre gouvernement vous traite quand vous posez des vraies questions? On vous tabasse, on vous jette en prison, on vous piétine. Mais est-ce que vous dites au racisme? Comment on justifie cela? Apparemment, c'est très raciste quand c'est un officier blanc qui vous pose des questions, je vous vos papiers et tout le bazar. Mais ce n'est pas très raciste quand c'est un militaire ou un gendarme noir qui vous tabasse au nom du gouvernement ou au nom de rien du tout. On essaie de justifier ça, je sais pas psychologiquement comment c'est plus acceptable. La question ici, c'est l'Afrique est-elle vraiment prête à la démocratie et à la liberté? Les Africains s'aiment-ils vraiment? Parce que c'est vrai, quand il faut s'opposer à l'homme blanc, on est là, au racisme, Black Lives Matter. Mais comment on vous traite chez vous à la maison? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre bouche pour critiquer ce qui se passe comme travail du gouvernement? Pouvez-vous poser des vraies questions à votre gouvernement? Disons, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent qui a été dépensé? Je pense que ce sont des questions très importantes que généralement en Afrique, on évite. Au Togo, nous sommes au Togo. Le Togo traverse actuellement, les amis, une période de troubles politiques importants. C'est un moment très important pour le Togo. Cette histoire, évidemment, a été alimentée par le mécontentement de la population face au long règne du président Faure Gnassingbé et aux récentes modifications constitutionnelles. La population n'est pas tout à fait heureuse d'avoir M. Gnassingbé toujours autour du pouvoir, si pas au pouvoir, et aussi les modifications qui ont été effectuées. Il y a eu plusieurs manifestations au Togo par rapport à tout ça. Les gens en ont marre. Mais on ne peut pas s'exprimer parce que généralement, quand on s'exprime en Afrique, on subit les réprimandes les plus brutales. Au Togo, les membres d'opposition se sont levés pour demander la libération de certaines personnes, y compris un jeune homme au nom de Aaron. Ils ont condamné l'arrestation en la qualifiant d'enlèvement politique et ont exigé la libération immédiate d'Aaron ainsi qu'à d'autres prisonniers politiques comme le cyberactiviste Kofi H, Sitsope, Sokor, car la société civile et la diaspora togolaise et même l'église catholique ont critiqué les actions du gouvernement, cette dernière mettant en garde contre des possibles troubles. Alors c'est ça, on demande la libération des jeunes Togolais. Sont-ils étrangers? Non, ils sont Togolais ou chez eux à la maison. On a demandé la libération d'Aaron. Aaron, de son vrai nom Tchala Essowe Narcisse, est un jeune rappeur et entrepreneur togolais connu pour son travail effréné. C'est un jeune homme, un artiste apparemment qui sort des choses absolument fortes, qui aurait été arrêté, brutalisé, tabassé, et on en saura la suite tout de suite. Aaron aurait été arrêté le 26 mai à Lomé. Et apparemment, d'après la loi sur place, on ne peut pas arrêter quelqu'un à partir de 18h jusqu'à 6h du matin. C'est interdit. Et par-dessus le marché, il n'y avait pas de mandat officiel d'amener. C'est-à-dire, on ne pouvait pas le prendre parce que c'était illégal. Mais le monsieur a été pris de force. Aaron aurait été torturé et brièvement interné dans un établissement psychiatrique. Le gouvernement a prétendu qu'il souffrait des démences. Une réaffirmation que sa famille et ses sympathisants ont rejetée. Donc, le jeune Aaron se retrouvait dans un hôpital psychiatrique où apparemment, il aurait fait une vidéo disant « Je suis désolé au gouvernement togolais. Je suis ici dans les institutions. Le traitement se passe bien. Voilà, ça va aller, je vais sortir. » Mais on parle ici d'un jeune homme très fort qui se bat pour le droit du pays. C'est un jeune homme qui pose des questions qui dérangent, mais qui soudainement est devenu fou. Il est dans un centre psychiatrique et est en train de s'excuser par rapport aux choses qu'il avait dit après avoir été arrêté. Son arrestation fait une suite d'une série de publications de vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles il critiquait le gouvernement du président Faure Gnassingbé, abordant des questions telles que le chômage des jeunes, la corruption et le manque d'infrastructures. Aaron a notamment remis en question l'utilisation de 150 milliards de francs CFA, à peu près 2,5 milliards de dollars, et a interpellé la mobilisation satirique. Donc le jeune a posé une question, où est l'argent? Vous avez demandé l'argent de prêt. Le pays est endetté. À peu près 2,5 milliards. C'est beaucoup d'argent. Mais où est l'argent? Ce sont les questions qu'il a posées.
Généralement, les pays africains ont tendance à demander de l'argent, si pas des dons, des prêts venant des institutions étrangères. En effet, si par exemple un pays a besoin de construire des infrastructures, les routes, les écoles, on peut demander de l'argent à des institutions étrangères telles que la World Bank, l'AMF, Bank of Exim, ça dépend. L'argent était pourquoi? Alors, on va essayer de voir ici si Aaron avait raison de poser ces questions ou pas. Est-ce que ça le regardait ou pas? Ok, pourquoi on a demandé de l'argent? Il demande où est l'argent. On ne voit pas l'argent, ok? Notamment au milieu rural. On a fait une demande de prêt pour élargir l'accès au courant à ceux qui sont dans des endroits ruraux. C'était pour la santé et l'éducation, donc la construction et la réhabilitation des écoles et des centres de santé. Ce sont des raisons légitimes pour demander un prêt. Et les revenus des agriculteurs. Donc on a besoin d'argent pour stimuler leur travail, pousser ces agriculteurs à produire un peu plus. Est-ce que c'était fait? On dit que non. Et aussi les programmes de création d'emplois pour les jeunes. Aaron a posé la question, est-ce que c'était fait? Apparemment, non. Aaron a appelé à la manifestation, à la mobilisation satirique le 16 juin. C'était le jour de l'anniversaire du président de la République. L'objectif, c'était de remettre le président devant les faits. Où est l'argent? Parce que le peuple, apparemment, n'est pas tout à fait content. Il n'y a pas de boulot pour la jeunesse. Il n'y a pas d'opportunité. Alors, c'est là qu'il s'est fait arrêter. Alors, de manière très intéressante, le 5 juin, Amron, excusez-moi, je dis Aaron tout le temps, Amron est réapparu dans une vidéo d'excuses exprimant ses regrets dans ses propos, disant « Je suis désolé ». J'aimerais pouvoir saisir cette occasion pour demander pardon et présenter mes sincères excuses à Monsieur Faure, à son Excellence Faure Issoufou Niadoumé, président du Conseil des ministres, par rapport à mon comportement déviant, discourtois et outrageux. Moi, avant qu'il dise je suis désolé, tout ça, sa maman qui, après avoir vu la vidéo, conteste disant ce n'est absolument pas vrai. Suivez. Et je prends conscience de la gravité de mes propos et de mes travers. C'est une pression qu'on a mise sur mon fils pour qu'il puisse parler. À le voir, c'est comme il est en train de lire le message qu'on a écrit de lire. Bon, s'il y a une personne qui connaît son fils, c'est certainement sa mère. Si maman dit que non, on lui a forcé de faire ça, ça veut dire quoi? On lui a probablement forcé de faire ça. Parce que, bon, attendez, une personne qui était chaude, posant des vraies questions, des questions qui dérangent. Les Africains n'aiment pas les questions, C'est comme si quand tu donnes à un Africain le pouvoir, il change. Il y a quelque chose qui lui arrive. Les Africains sont démocrates quand ils ne sont pas au pouvoir. Quand il n'est pas au pouvoir, ils adorent la démocratie. Aussitôt arrivé au pouvoir, aïe aïe aïe. Outrage à la présence, à mon esprit. Outrage, c'est d'une incroyabilité incroyable. Alors, président Gnassingbé. Le président est devenu président après la mort de son père, Et Adema Gnassingbé, qui avait dirigé le Togo pendant 38 ans. Il a pris le pouvoir en 67 et il est décédé en 2005. Et c'est alors là que son fils prendra l'office de la direction du pays. Monsieur Adema Gnassingbé était là depuis 67. En 2003, il changera la loi, disant que le terme présidentiel était illimité, c'est-à-dire on peut rester autant qu'on désire. Il n'y aurait pas ces élections de 2010 à 2015. Ça fait combien? 2 fois, 2 termes. De 2015 à 2020, 3 termes. En 2019, on limite le nombre de mandats à 2, c'est-à-dire on peut faire 5 ans de pouvoir, mais 2 mandats maximum pour le président de la République. Les gens acclamaient manifestement, en écoutant ça, vous pensez que c'est une très bonne idée, n'est-ce pas? 2 mandats maximum de 5 ans, au moins on sait où vous allez. On a évidemment placé une limite au nombre de mandats à 2, mais par contre, le président pouvait encore se présenter aux élections présidentielles. Donc, bien qu'on ait limité le nombre de mandats à 2, on a totalement effacé l'ardoise des mandats que le président avait déjà accomplis dans le passé. Donc, les 3 mandats passés, on ne considère pas. On considère à partir de maintenant qu'on ne peut avoir que 2 mandats à la présidentielle. Donc, il a recommencé à 0. C'est-à-dire, de 2020, en 2025, il est constitutionnellement éligible de se présenter comme président de la République. En 2024 encore, quelque chose de très intéressant arrive. Il y avait un changement constitutionnel. Élection parlementaire présidentielle. Le président est désormais élu par le Parlement plutôt que par les élections directes. C'est-à-dire, on a retiré carrément, si on pourrait dire ça, le pouvoir d'entre les mains de la population, de pouvoir s'élire un président. Ce serait désormais fait depuis le Parlement. Donc c'est le Parlement qui choisit qui sera le président. Et compte tenu de cela, si vous pouvez vous imaginer, bien évidemment, ça veut dire celui qui a le plus de gens au Parlement, c'est lui qui décide qui sera le président. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe dans le Parlement? Le nombre de membres est à 113. Le parti au pouvoir au Togo, UNIR, a obtenu une position dominante à l'Assemblée nationale. Ils ont remporté 108 sièges sur 113. 108 sièges sur 113, c'est-à-dire c'est la majorité qui choisira le président. Si un parti remporte 108 sièges sur 113, quand est-ce que vous aurez un président d'une autre... C'est-à-dire 95% des sièges, c'est à eux. Pour simplement citer notre parti pour que vous compreniez, il y a l'Alliance des démocrates et le développement. Ils ont 2 sièges. L'Alliance nationale de changement a 1 siège. Dynamique pour la majorité du peuple, 1 siège.
Force démocratique pour la République, un siège. Et les autres, ils en ont combien? 108 sur 113. Vous voyez un peu dans quelle direction on va. C'est-à-dire, ensuite, il y a eu création d'un nouveau poste. On a créé un nouveau poste, celui du président du Conseil de ministres. Ok, c'est un poste qui a été créé. C'est en effet un poste qui recouvre tout ce qu'il y a comme de pouvoir exécutif. Ce poste est occupé par le chef du parti majoritaire au Parlement. Ok, donc le chef du parti majoritaire au Parlement occupera la position du président du Conseil de ministres. Maintenant, cette position a toute la force exécutive. Donc, toutes les décisions sont faites depuis ce poste. Et ce poste, de manière intéressante, n'a pas de limite en termes de mandat. Donc, tu peux rester là pendant très longtemps. Contrairement au président de la République qui a désormais 5 ans de mandat et seulement 2 mandats maximum. Donc, la force de décision, malheureusement, est un poste limité. Et comme vous le pensez évidemment, le président Faure Gnassingbé assumera le nouveau rôle du président du Conseil de ministres, consolidant ainsi le pouvoir. C'est-à-dire, on va se poser la question ici. Est-ce qu'on aurait créé ce poste peut-être pour créer un poste? Parce que les gens se plaignent disant le président, il veut rester président à vie. Pour pas dire que le président est président à vie, on va créer un poste qui requiert tout ce qu'il y a comme force exécutive, c'est-à-dire assume tous les rôles, à toute la position, le pouvoir. On va le donner à une personne. Ça sera un poste qui n'aura pas de limite en termes de mandat. Pour éviter que vous fassiez beaucoup trop de bruit ou que ce soit beaucoup trop évident, le président sera quelqu'un d'autre qui sera choisi par le parti parlementaire majoritaire, mais le président du Conseil du ministre sera évidemment la personne qui était là autrefois. Pensez-vous qu'on a créé cette histoire, du président du Conseil de ministres dans le seul objectif de garder le président en pouvoir pendant beaucoup plus longtemps? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est avec beaucoup de plaisir. Mais le déplaisir, c'est voir que l'Africain est le plus grand oppresseur de l'Africain. Ça, c'est manifestement évident. Si vous regardez dans l'histoire, très souvent, on vous parle du fait que les Africains eurent à vendre d'autres Africains en esclavage. Je sais qu'il y a des gens ici, des panafricanistes qui disent ça. Ah non, ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est sentimental, émotionnel. Ça a été répertorié par beaucoup de personnes. Il y a un livre excellent du docteur ghanéen, docteur Akosua Perbi, très intéressant, qui détaille beaucoup de choses sur comment les Africains eux-mêmes étaient impliqués dans la vente de leurs frères en esclavage et comment certaines tribus ont aidé les Blancs à attaquer d'autres tribus en Afrique centrale pour récupérer ces tribus rivales et les envoyer chez les Blancs pour aller travailler et y mourir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.